Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 26 avril et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous allons effectuer une plongée artistique au cœur de plusieurs galeries dans le cadre de la Monaco Art Week. Nous vous présenterons l'exposition du NMNM Step by Step à la Villa Sauber, la programmation de la saison 2019-2020 de l'Opéra de Monte-Carlo, que ce soit dans la salle Garnier ou au Grimaldi Forum. Après le panda en fleurs, les jardiniers de la direction de l'aménagement urbain poursuivent les réalisations en l'honneur de grands événements. Cette fois-ci, il sera question de F1. Et enfin, notre invité du week-end, aujourd'hui, la nouvelle directrice de l'IMSEE, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, Sophie Vincent. On ouvre une grande page culturelle et on commence par une plongée artistique au cœur de plusieurs galeries qui travaillent ensemble jusqu'au 28 avril afin de proposer un parcours, et ce dans le cadre de la Monaco Art Week. Reportage de Sandrine Nègre et Serge Prémont. Les salons d'art et de design Art Monte-Carlo et PAD au Grimaldi Forum, mais aussi galeries et ateliers un peu partout, la Monaco Art Week bat son plein jusqu'à dimanche en principauté. Cette fin du mois d'avril sur le Rocher est placée sous le signe de la création. Nous sommes ainsi partis à la rencontre de plusieurs responsables de galeries qui participent à cet élan artistique à Monte-Carlo et au Larvotto, mais pas seulement. La Condamine est aussi impliquée. Notre parcours commence ici, rue de la Turbie. L'exposition s'appelle Powder and Light, Poudre et Lumière. Elle a été conçue par un commissaire italien qui s'appelle Gaspare Marcone, qui est un commissaire très important parce qu'il est aussi de l'archive Piero Manzoni, qui c'est un grand maître de l'art italien des années 60 et 70. Et cette exposition réunit 5 artistes qui sont appelés à utiliser des techniques très différentes sur le thème de la poudre et de la lumière. La galerie Gripaldi nous plonge, elle, dans le travail de l'école de Nice, plus précisément celui d'Armand, et ce, dès le début des années 60. Armand qui n'a pas manqué à l'époque d'inspirer un certain Andy Warhol. C'est un instant de création très spécifique et il faut savoir qu'Armand n'est pas un artiste qui dérive d'autres artistes. Il a lui-même créé son propre mouvement avec le nouveau réalisme. Il n'est pas le seul, bien sûr. Mais je trouve que cet ensemble d'œuvres est très significatif de cette période et remet un petit peu les pendules à l'heure, si on peut dire, sur Armand. Là, nous avons 12 pièces vraiment importantes et toutes emblématiques des mouvements qui ont fait sa renommée. Donc vous avez des découpes, vous avez bien sûr les accumulations et les colères. À quelques mètres de là, tout autre style, autres artistes, les œuvres sont plus classiques dans cet espace qui a la particularité d'être une maison de vente. Les pièces seront mises aux enchères au début de l'été. Il y a beaucoup d'importantes peintures françaises, anglaises aussi, italiennes, espagnoles. Sont tous artistes de la Belle Époque. Et le thème principal, c'est la femme dans sa maison, dans le parc, avec de très belles habillements, les chapeaux avec les fleurs. Et ça, c'est Roald de Gardier, c'est un important peintre français et c'est un peintre naval. Sachez que le parcours inclut aussi Art Curial, la galerie Bartou Monaco, la Camille Art Gallery, MF Toninelli, Art Moderne ou encore les galeries Moretti Fine Art, Sotheby's, GM Design et Monaco Modern Art. Les œuvres sont à découvrir dans le cadre de la Monaco Art Week jusqu'au dimanche 28 avril. Nous poursuivons cette édition culturelle avec le NMNM à la Villa Sauber, juste en face du Grimaldi Forum, avec une nouvelle exposition, celle d'un collectionneur privé qui vous est présentée dans ce reportage. Step by Step, voici le nom de la nouvelle exposition du NMNM à la Villa Sauber. Tous les 2 ans environ, le nouveau musée national de Monaco propose une exposition présentant une collection privée. Il s'agit là de la collection monégasque d'un marchand d'art, la collection personnelle de Fabrizio Moretti. L'objectif des œuvres d'art est de faire comprendre aux générations futures que l'art est le reflet de l'humanité et on doit le mettre à la disposition du public. Je pense que Monaco est sensible à cette cause, c'est ce que m'a dit la directrice du musée, Marie-Claude Beau, que je remercie, car on a rarement vu des œuvres d'art antiques dans des expos publics et cela devrait permettre d'apprendre aux jeunes de cette ville les valeurs de l'art antique, là où est née la culture de l'homme. 38 œuvres anciennes et contemporaines sont exposées avec pour scénographie au rez-de-chaussée la partie ancienne et à l'étage la partie contemporaine. Ce sont 6 siècles de l'histoire de l'art à découvrir dans cette exposition, que ce soit l'époque gothique, la Renaissance, le maniérisme, le baroque jusqu'au contemporain.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut passer d'un fond or de Spinello Aretino proche de Giotto jusqu'à un magnifique vierge avec un fond de Pontormo, sans avoir honte de montrer un tableau de Gerhard Richter ou de Georges Condo. C'est-à-dire que la qualité des œuvres présentées dans cette exposition elle est tellement élevée que je pense que tout public pourra comprendre l'essence de ce projet d'exposition. L'exposition Step by Step à la Villa Sauber à découvrir jusqu'à fin septembre. Le voile vient d'être levé sur la programmation de la saison 2019-2020 de l'Opéra de Monte-Carlo. Plusieurs temps forts sont annoncés avec un très beau programme musical et de grands noms attendus, Salle Garnier ainsi qu'au Grimaldi Forum. Patricia Navarro vous en dit plus. La Damnation de Faust, la Bohème ou la Traviata sont de doux noms aux oreilles des passionnés d'opéra, mais aussi du grand public. Et ce ne sont que 3 des 10 grands rendez-vous que donne l'Opéra de Monte-Carlo pour sa saison 2019-2020, avec pour mission, en toile de fond, de continuer à faire rêver les spectateurs. Finalement, c'est la chose la plus importante, c'est que les gens sortent de cette maison après chaque représentation, qui est un fait unique à chaque fois, même si c'est le même titre, et bien se dire, voilà, ce soir, ça m'a vraiment fait rêver, ça m'a extrait de ma vie, ça m'a fait progresser, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait partager. Voilà, on est payé pour ça. Aux côtés de grands classiques, il y aura aussi de belles découvertes, avec par exemple la création de Kurt Weill, Street Scene, qui laisse augurer d'un très beau et bon moment avec la diva américaine Patricia Racet, qui se produira aussi en solo pour chanter un répertoire de grands airs américains, mais également du Piaf. Le traditionnel opéra de la fête nationale autour des festivités du 19 novembre sera Lucia di Lammermoor. Et puis la saison 2019-2020 de l'Opéra de Monte-Carlo contribuera au rayonnement de la principauté hors les frontières, puisque de nombreuses productions seront données un peu partout dans le monde, avec notamment cette formidable ambassadrice qu'est Cecilia Bartoli. Bien sûr, Cecilia est à nos côtés toute la saison, puisque avec les Musiciens du Prince, nous sommes accueillis dans le monde entier. Alors il y a donc plusieurs saisons à l'Opéra de Monte-Carlo. Il y a la saison qui se passe ici, il y a les productions de l'Opéra de Monte-Carlo que vous trouvez de Oman à San Francisco, enfin surtout quasiment tous les continents. Et puis la saison des Musiciens du Prince avec Cecilia Bartoli, qui également couvre une grande partie du monde. Ça fait beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'il y a dans notre aventure commune, notre désir commun, il y a quelque chose d'extrêmement enthousiasmant et d'enrichissant, une envie de bien faire évidemment, mais surtout de se dépasser, de chercher de repousser les limites. Finalement, notre métier, à nous, à elle, aux artistes en général, et aussi un peu à moi, c'est de savoir jusqu'où il faut aller trop loin. On ne peut pas se contenter des limites, il faut les dépasser, mais jusqu'où? C'est l'exercice que je tente chaque année. Cecilia Bartoli qui se produira également à Monaco sur la scène de la Salle Garnier du 22 au 28 mars 2020 dans le conte Ori de Rossini. Et puis à noter que cette nouvelle saison, l'opéra a tenu à faire un geste pour le public fidèle qui se verra offrir le programme des spectacles. Et pour maintenir un lien régulier avec ce même public dans l'air du temps, l'opéra se positionne sur les réseaux sociaux où des spectacles qui auront été donnés sur scène seront à redécouvrir dans leur intégralité. Souvenez-vous, au mois de mars, un panda en fleurs était installé à l'occasion de la visite du président chinois sur le sol monégasque. Eh bien, les jardiniers de la direction de l'aménagement urbain poursuivent leurs travaux à l'occasion de grands rendez-vous. Cette fois-ci, il est question des 90 ans du Grand Prix de Monaco. Reportage de Sandrine Nègre et Serge Prémont. Vous l'avez peut-être aperçu, depuis quelques jours, une voiture de Formule 1 en fleurs a été placée au cœur du giratoire situé à quelques mètres du centre commercial de Fontvieille. Le quartier ne figure pas sur le circuit du Grand Prix, mais cette installation permet de montrer combien la principauté vibre pour cet événement sportif. Je trouve que c'est une excellente initiative de la part de l'aménagement urbain et du service des jardins. Et je trouve que la composition florale est très réussie. La couleur est certainement volontaire, parce qu'il faut aussi savoir que c'est non seulement les 90 ans du Grand Prix de Monaco, mais aussi les 90 ans de la Scuderia Ferrari. Donc le rouge était tout à fait approprié. On a marqué l'histoire de l'automobile et on continue de marquer l'histoire de l'automobile. Et ces 90 ans montrent qu'on a résisté à toutes les vagues successives de changements et d'améliorations, parce qu'en fait on essaye constamment d'améliorer nos performances, si l'on peut dire, en tout cas nos structures, et c'est ce que l'on fait encore cette année avec d'importantes modifications aux abords du circuit. L'installation s'est faite rapidement, pas aussi vite qu'une voiture de Formule 1 tout de même. 10 à 12 personnes se sont occupées de la mise en place. C'est une structure qu'on avait déjà, on l'a remise en forme, on l'a repeinte.
on l'a remplie de sphènes. Donc c'est le support de culture. Cette structure a été réalisée, la plantation à notre serre de production qui se trouve à Saint-Laurent-d'Aise. Elle a été plantée il y a 1 mois et demi par trois jardiniers en tout. Donc elle attendait le jour J pour être mise en place. Elle est constituée donc à peu près de 800 bégonias rouges pour retrouver, on va dire, cette couleur. La couleur rouge de la Ferrari. Et les roues, on a utilisé une variété qui s'appelle des Ajuga pour retrouver ce côté sombre des pneumatiques. Et sachez que l'objectif des équipes est de conserver cette structure jusqu'à cet été au moins. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. Les inscriptions au stage d'été de l'École Bleue viennent d'ouvrir, alors si vous souhaitez faire un plongeon pour les beaux jours au sein de l'Académie monégasque de la mer, 2 possibilités s'offrent à vous. Rendez-vous sur place à l'École Bleue avec le carnet de plongée de votre enfant s'il en possède un et réservez les semaines de stage qui vous intéressent ou alors si vous ne pouvez pas vous déplacer, envoyez votre demande à l'adresse suivante stagepierrefrolat@monaco.mc. Il est temps de passer à notre invité du week-end et aujourd'hui il s'agit du nouveau directeur ou de la nouvelle directrice, comme vous voulez, Sophie Vincent, directrice de l'INSEE, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques. Alors vous étiez au service de l'emploi, maintenant l'INSEE, comment est-ce que l'on passe de l'un à l'autre, comment ça s'est fait ? Écoutez, tout d'abord, c'est une proposition que j'ai eue et que j'ai acceptée. Alors j'ai accepté avec un peu d'hésitation parce qu'effectivement, après 17 années dans l'insertion professionnelle et après avoir eu la chance pendant ces 17 années de faire quelque chose vraiment qui m'a toujours plu, c'était un nouveau challenge pour moi et sortir de sa zone de confort, c'est pas toujours évident. Mais voilà, j'ai décidé de relever ce défi et j'intègre une belle maison, une structure solide, déjà avec des missions bien délimitées, bien carrées. Et voilà, j'ai trouvé ce nouveau challenge très enrichissant personnellement. J'étais toujours attentive aux publications de l'INSEE et aux travaux de l'INSEE. Donc finalement, la passation s'est faite assez naturellement. Avec bien évidemment une période dans laquelle je suis encore, puisque ça ne fait que 2 mois et demi, une période d'adaptation, une période d'apprentissage aussi. Mais voilà, finalement tout se passe bien et je peux m'appuyer sur une équipe solide et c'est une grande chance. Alors vous en avez parlé de l'INSEE, de cette équipe solide. Pour les téléspectateurs, qu'est-ce que l'INSEE ? Alors l'INSEE, donc c'est l'Institut statistique de la Principauté de Monaco. Son rôle est donc d'établir des statistiques, de collecter des données, de les analyser et de les retranscrire en publication. On mène également certaines enquêtes et notre mission, c'est avant tout de pouvoir fournir des statistiques pour la définition, pour aider le gouvernement à définir ses politiques publiques. En résumé, dès qu'il y a un chiffre qui sort de Monaco, ça vient de l'INSEE en fait. La plupart des chiffres, oui. Quelles seront vos grandes missions, vos projets à venir à l'INSEE ? Quelles sont peut-être les études, les études statistiques qui vont être établies ? Alors en premier lieu, on va tenir le rythme des publications qui a déjà été défini et qui est bien installé dans notre calendrier, avec des publications phares comme le Monaco en chiffres par exemple, fin juin, qui est le recueil de statistiques de la Principauté, ou certains observatoires qui sont déjà parus cette année. Et puis effectivement, on a plusieurs projets. Certains sont liés à l'installation du comité pour la promotion et la protection des droits de la femme, avec par exemple des études sur la mesure des écarts de salaire hommes-femmes ou les violences faites aux femmes en principauté. Ça, on n'avait pas jusqu'à présent de chiffres ou pas d'idées entre, non, notamment par exemple le salaire, ça n'existait pas. Voilà, ça n'a jamais été mesuré en tout cas. Une autre étude qui a été passée le 4 avril et dont les résultats seront connus à la fin de l'année, c'est une étude qui s'appelle ESPAD sur les modes de consommation des jeunes de 16 ans. Donc une étude qui a été passée avec le partenariat de l'éducation nationale, la direction de l'éducation nationale. On a également quelques études en cours sur les besoins en crèche, par exemple, ou sur la démographie de la population monégasque, ou encore une publication conjointe avec l'INSEE-PACA sur l'emploi transfrontalier, par exemple. Donc on a déjà un calendrier bien chargé pour 2019. Vous l'avez dit, vos équipes sont déjà rodées. Comment est-ce que l'INSEE procède ? Comment est-ce que vous arrivez à récolter des chiffres ? Comment
On n'avait pas les chiffres justement, par exemple, entre l'écart des salaires hommes-femmes. Comment est-ce que là, vous allez arriver à les avoir? Alors c'est toute la problématique de la définition d'une méthodologie quand on lance une étude. On va en premier lieu faire l'état des lieux de ce que l'on a déjà, puis regarder les données qui nous manquent, voir d'abord si elles existent et sous quel format elles existent, où elles se trouvent également. Donc on se rapproche ensuite des entités qui les détiennent. On analyse le mode de collecte de ces entités, la fiabilité de ces données, est-ce qu'elles sont exploitables ou pas. Et si tous les indicateurs sont positifs, on peut mener l'étude, mais il peut nous arriver aussi de ne pas mener d'étude parce que la donnée n'est pas fiable ou n'existe pas tout simplement. Alors, à quoi ça sert? C'est-à-dire, une fois que vous avez ces données, tous ces chiffres, est-ce que ça reste dans une pile et mis dans un placard avec de la poussière ou ça sert à l'État? Alors, notre objectif, et c'est aussi, je pense, notre mission, c'est de publier les données. On n'a rien à cacher. L'esprit et l'état d'esprit dans lequel travaille l'INSEE, c'est un état d'esprit de transparence et d'indépendance. Donc, on n'est pas là pour cacher les données. Avec un donc, conseil on les scientifique, publie avec un conseil scientifique qui valide nos méthodologies et nos projets de publication. Donc, on s'est réunis ce mercredi matin pour justement valider notre charge de travail actuelle. Et voilà, donc l'idée, c'est de communiquer l'ensemble de nos études d'abord au gouvernement princier, et puis ensuite de faire des publications régulières sur notre site internet. Et aujourd'hui, la plupart de nos études sont publiées sur le site internet et sont accessibles au grand public. Écoutez, Sophie Vincent, merci d'avoir répondu à mes questions. On passe à un autre sujet, tout simplement la météo. Le week-end s'ouvrira sur une belle journée samedi avec de beaux instants ensoleillés. Dimanche, le ciel sera un brin plus couvert, mais le thermomètre affichera de douces températures avec 16 degrés au meilleur instant de l'après-midi. Un début de semaine un peu plus instable car si la journée de lundi sera légèrement nuageuse, celle de mardi affichera un ciel couvert, mercredi un ciel plus dégagé et jeudi retour de la pluie et des orages. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.